Nouvelle Compagnie est un centre pour l'art, le savoir et la société. C'est une initiative dont les activités s'articulent autour de la pratique curatoriale, mais aussi de la production de savoir, de l'éducation artistique, de résidence, de recherche et de production, de la documentation, de la théorie et de la critique d'art. Le programme est transdisciplinaire, interdisciplinaire, parce qu'on conçoit vraiment toutes les matières artistiques dans leur sens le plus large possible. Alors je vais laisser à ma collègue Philippe Gay pour présenter l'exposition dont le programme est tiré. Bienvenue dans l'ENACJAM. Alors l'exposition La ville est à nous est faite à travers une résidence de production avec Carole Diop et Zinga Mboup à Raw Material. La résidence qu'elles ont menée continue l'enquête de la recherche sur la transformation de la ville de Dakar. Zinga Mboup et Carole Diop présentent Dakar Morphose durant la Biennale de 2018 pour partager des réflexions sur l'identité de la ville et du patrimoine matériel et immatériel. La ville est à nous est inspirée d'une pensée comme un clin d'œil du collectif épinome des architectes Jean Chartal et Annie Jouga en tant qu'action sur l'urgence de la préservation du marché Carmel après l'incendie des années 90. Durant la période de résidence, Carole et Zinga ont reconnu 4 cas d'études comme éléments matériels et immatériels qui fait rappel à une lutte collective pour le sauvegarde du patrimoine architecturel et des sites sacrés et traditionnels qui se complètent pour montrer un aspect de la mémoire collective de notre société. Les 4 cas d'études présentés dans l'expo La ville est à nous sont la Pointe du Finistère, la Biscuiterie du Médina, le Jardin de Fanok et l'ancienne direction de l'urbanisme et de l'architecture. Oui, merci Philippe. Et du coup, dans le cadre de cette exposition, on a créé une série de programmes publics, dont trois programmes publics, dont celui de ce soir, qui est une sorte de contraction de deux de nos programmes publics récurrents. L'Euro Ciné Club, qu'on mène en collaboration avec Aboubacar Demba Sissoko, et les Citéologies, qu'on mène en collaboration avec Carole Diop. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour la projection du film Ghost Fair Trade que Aboubacar vous présentera tout à l'heure, mais tout de suite, je vais vous présenter nos intervenants. Le modérateur, Aboubacar Demba Sissoko. C'est un journaliste sénégalais spécialisé en art et culture, titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme obtenu en 2000 au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'UCAD. Il travaille depuis 2001 à l'agence de presse sénégalaise APS, à Dakar, où il réside. Depuis juin 2015, il anime le blog Le Grenier de Kibili, dans lequel il publie des chroniques, carnets, analyses et critiques sur des sujets touchant aux arts, à la culture, à l'histoire, à la mémoire. Il couvre l'actualité culturelle nationale et pose dans ses écrits une critique de la production artistique des créateurs d'Afrique et d'ailleurs, dans des festivals, des rencontres littéraires, cinématographiques et autres biennales. Je vais vous présenter les deux architectes Carole Diop et Zinga Mboup. Zinga Mboup est une architecte sénégalaise agréée basée à Dakar. En 2018, elle a cofondé Worofila, un cabinet d'architecture spécialisé dans la conception et la construction bioclimatique, utilisant de la terre et des biomatériaux d'origine locale. L'objectif de Worofila est de promouvoir une architecture durable et en harmonie avec le climat. Worofila a réalisé plusieurs projets en terre, tels qu'Erou Mouben, projet Nkada Angor, la rénovation de la galerie Le Manège et le Goethe Institute en collaboration avec Kéré Architecture. En plus de sa pratique architecturale, Zinga a travaillé comme chercheur pour l'Africain Future Institute, basé au Ghana, et co-dirigé 2 projets de recherche. Le premier, appelé Dakar Morphose, a débuté en 2017 en collaboration avec Carole Diop et un projet de recherche en cours sur l'évolution des villages, les boues et le patrimoine urbain et culturel de la ville de Dakar. Carole Diop est la fondatrice de la revue Africada. Cette jeune architecte diplômée de l'ENSAP-VS exerce aujourd'hui à Dakar où elle s'est installée après ses études.
Carole Diop préside l'association Africada. À Dakar, qui participe activement à la vie culturelle sénégalaise, notamment à travers son implication dans le parcours depuis 2015 et plusieurs participations à la Biennale de Dakar. En 2018, elle initie avec un consoeur architecte Zingabou Dakar Morphose. Elle enseigne aujourd'hui l'histoire de l'architecture au Collège universitaire d'architecture de Dakar et la cartographie à l'Institut Polytechnique panafricain. Carole a également représenté le Sénégal au Forum mondial des jeunes architectes en 2015. Alors tout de suite, on va passer à la projection du film Ghost Fair Trade qui a été co-réalisé par Sharon Diaye et Laurence Bonvin. À la suite duquel il y aura un débat avec Mourtada Gueye et Aboubacar Demba Sissoko, Nzinga Boup et Carole Diop. Donc bonne projection à tous et Aboubacar vous donnera un peu plus d'informations sur le film, mais vous connaissez déjà le résumé que vous avez sans doute lu dans notre annonce culturelle. Bonne projection à tous. Je suis Aboubacar Demba Sissoko, je suis chargé de modérer cet échange après le film qu'on vient de voir, un film de 35 minutes avec Mourtada Diop et les deux architectes qui... et Mourtada Gueye, j'ai en tête l'autre Mourtada, et les deux architectes qui sont à l'origine de cette affaire. Très intéressant. Alors, les deux ont été présentés, mais je vais parler de Mourtada Gueye qui est né à Dakar, qui est diplômé de l'école spéciale d'architecture de Paris en 2008, qui en 2011 intègre au Sénégal l'agence d'architecture Atepa Technologie avec qui il collabore jusqu'en 2017, date à laquelle il se met à son propre compte. Son agence MGA est basée à Dakar et tente d'explorer l'architecture de contexte à travers une variété de projets de différentes échelles, mais son intérêt grandissant pour le patrimoine architectural l'amène à collaborer en 2019 avec l'architecte et professeur Aziza Chaouni, c'est bien ça. Ensemble, ils vont bénéficier du prix Getty Grant 2019 destiné à la recherche pour la préservation des œuvres architecturales modernisées à travers le monde avec le CICES comme projet sélectionné. Le CICES a 50 ans cette année. Cet immeuble, cet architecture qu'on a vu date de 1974. Je me rappelle qu'il y a eu quand on fouille dans les archives, on trouve que ça avait fait l'objet de beaucoup de polémiques, comme tous les grands projets. Quand Senghor avait décidé de compléter sa panoplie, parce que dans le discours il dit une nouvelle peinture sénégalaise, une manufacture sénégalaise, une architecture sénégalaise avec l'école d'architecture qui n'existe plus. Ça avait fait l'objet de polémiques. On lui avait reproché de mettre beaucoup d'argent dans un lieu qui, pour les critiques de l'époque, ne servirait à rien. C'était surtout le milieu de la gauche intellectuelle marxiste, léniniste, maoïste de l'époque. Et on voit aujourd'hui ce qui est devenu ce lieu-là. Alors ma première question à Mourtada, c'est pourquoi le CICES comme, on va dire, comme modèle entre guillemets d'études, modèle sur lequel vous vous êtes appesanti pour le travail que vous faites en tant qu'architecte, en tant que... Alors, bonsoir tout le monde et merci pour cette invitation. Zinga et Carole et bien sûr toute l'équipe de RAW. En fait, le CICES c'est plutôt peut-être le fruit d'une rencontre. Moi j'étais pas particulièrement intéressé par le patrimoine en soi, mais il y a 3 ans, moi j'ai vécu quand même une expérience extraordinaire, puisque j'ai rencontré
une spécialiste du patrimoine, en la personne de l'architecte Aziza Chaouni, qui était intéressée par effectivement le complexe du CICES en tant que patrimoine mondial. Puisque cela paraissait incompréhensible en quelque sorte, comment au Sénégal on puisse avoir une œuvre aussi majeure de l'architecture post-indépendance d'une architecture moderne, qui ne soit pas valorisée, valorisée à sa juste place, si on peut dire, par l'État du Sénégal. Et donc on a participé à, effectivement, on a approché la Fondation Getty qui menait depuis quelques années un programme d'aide à la conservation des œuvres architecturales du XXe siècle, XXIe siècle, de type moderne. Et effectivement, on a bénéficié d'une bourse de recherche qui nous a permis d'explorer l'espace du CICES, un petit peu son histoire, son architecture, et de faire un peu peut-être un diagnostic de ce que c'est devenu depuis le temps. Alors moi je sais pas, moi ce qui m'a particulièrement marqué dans l'histoire, dans cette aventure, c'est l'omniprésence du personnage du président Senghor dans tout le process de conception de cette œuvre, depuis le début jusqu'à, je veux dire, depuis la philosophie qui a précédé sa conception jusqu'à la réalisation concrète de l'œuvre. On sent que c'est une œuvre senghorienne, comme si finalement certaines des plus belles œuvres d'architecture sont issues de gens qui ne sont pas des acteurs du milieu, en quelque sorte. Et il faut savoir que Senghor a quitté le pouvoir en 1980. Le CICES a été initié en 1972. Le chantier a duré jusqu'en 1974. Donc 3 ans de chantier, c'était un record à l'époque. C'est en quelque sorte une de ses dernières réalisations. Je parle comme si Senghor était architecte, mais c'est un peu moi l'impression que j'avais, plus avec Aziza, plus on explorait les archives du CICES, on le voyait partout. On voyait en tout cas la philosophie de l'architecture africaine, senghorienne, trouver en cette œuvre une concrétisation extraordinaire. Et je ne sais pas si je suis en train de... Voilà. Et donc, 74, donc, le complexe CICES a été inauguré. Il faut savoir que ça a été inauguré sur un site à l'origine qui faisait 107 hectares. 107 hectares. Aujourd'hui, depuis 2004, il ne reste plus qu'un peu moins de 25 hectares d'espace, de parc disponible, puisque l'État du Sénégal avait décidé, donc, sous la présidence Wade en 2004, d'intégrer une grande partie du parc du CICES à l'intérieur de la ville, ou le contraire. En tout cas, aujourd'hui, quand vous allez sur le site, vous voyez que les bâtiments de forme pyramidale sont au milieu d'une agglomération urbaine de plus en plus agressive, et cela également est assez marquant de l'état de danger en quelque sorte que ce projet est en train de vivre. Oui, les 107 hectares, et quand on voit le film, on remarque que justement le souci était de trouver un lieu où il y avait une harmonie entre tout ce qui a été construit et
l'espace physique autour, mais aussi l'espace, on va dire, immatériel qu'il y a autour. On sent que c'est un espace qui était habité d'une certaine façon par tous ces esprits. On a parlé des libous qui étaient là, on a encore quelques manguiers, on a encore un ou deux baobabs qui sont à côté, mais tout ce que vous dites sur la réserve qu'il y a autour a pratiquement disparu, parce qu'il faut savoir que le CICES allait jusqu'à pratiquement à la station totale qu'on a à l'angle sous l'échangeur là, jusqu'à l'autre côté, et aujourd'hui c'est une portion. Justement, la question qui me vient à l'esprit avec cette réflexion-là, c'est qu'est-ce que cette évolution-là, vous qui vous intéressez à tout ce processus, a changé dans ce que le CICES est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire ces bâtiments inscrits là, qui témoignent d'une vision, mais tout autour, une partie qui est d'une autre couleur, qui est d'une autre nature. Quelle réflexion l'architecte que vous êtes porte sur cette évolution-là? Réflexion à la fois critique et des politiques d'urbanisme menées, parce que c'est Abdoulaye Wade qui a été à l'origine de ça. Oui, en fait, on peut dire que le contexte urbain autour, c'est vrai que ça vient de la présidence Wade, qui lui, bon, c'est toujours réclamé comme étant l'héritier de Senghor. Il y a une contradiction effectivement entre ce qui a été fait au niveau du quartier Ouest Foire, en fait. Mais moi je vais vous raconter que j'ai été assez surpris de la réaction des architectes eux-mêmes. Parce que en fait, je leur ai posé la question, à savoir comment est-ce que cet état actuel du CICES ne les choquait pas, est-ce que c'était une déception pour eux, etc. Mais j'étais assez surpris que Marin nous disait qu'il était assez content. Bon, nous, ça nous a un peu choqués, mais qu'il était assez content du fait que cette œuvre puisse prendre part un peu dans une part importante, se fondre dans la ville de cette manière-là. Et que pour eux, en fait, qu'il ne s'agissait pas d'un effet négatif finalement. Alors, moi, je n'étais pas tout à fait de cet avis. Pour moi, c'est les 25 hectares qui restaient devaient être préservés. D'autant plus qu'actuellement, le danger est encore très vivace, parce que les autorités du CICES bataillent tout le temps avec les autorités étatiques pour justement rester sur le site. Parce que depuis qu'il y a eu la nouvelle ville de Diamniadio, l'État du Sénégal incite la construction des nouvelles infrastructures dans cette zone de Diamniadio et donc invite à délocaliser le CICES. Et donc c'est en quelque sorte une bataille, puisque nous, ce qu'on essayait de faire véhiculer comme message aux autorités que nous avons eu la chance de rencontrer, c'était de dire que le CICES finalement c'est l'un des seuls parcs urbains de Dakar existants. C'est un poumon vert majeur, même s'il est très mal entretenu, et qu'il faut en faire justement un parc urbain de premier plan. Voilà, je ne sais pas. Voilà, La question que je vais poser à Carole et Zinga, c'est comment cette configuration qui a progressé et qui donne aujourd'hui le CICES tel qu'on l'a vu dans le film s'intègre à votre manière de voir les choses, de voir le patrimoine architectural déployé dans Dakar. Comment la réflexion à partir du CICES s'intègre dans votre réflexion globale sur le patrimoine, sur l'architecture? En fait, pour moi, comment elle s'intègre, c'est par rapport déjà à l'histoire du site dont on a eu un aperçu dans le film.
à savoir que c'était une terre qui appartenait donc au Lébou et qui était une terre sacrée. Et ça rejoint totalement les recherches qu'on avait entamées avec Dakar Info sur la communauté Lébou et comment ces Pench survivent dans le centre-ville et à la Médina, et avec la ville qui les grignote de plus en plus. Et le succès est un peu comme ça, c'est un peu la métaphore justement de ces Pench qui se font grignoter au fur et à mesure. Avec cette exposition La ville est à nous, on a exploré en fait différents types de patrimoine et différentes architectures, et on a un exemple avec la médiature du BHC, donc du Bureau d'études Henri Chouette, BEHC, et on aurait pu faire le même exercice avec le CICES. D'ailleurs, on avait pensé à un moment donné au CICES comme cas d'étude. En termes de matérialité, il y a énormément de choses, notamment sur les pavillons régionaux, où on a des matières qui viennent justement des régions de la pierre, de la latérite, des coquillages, d'autres matériaux qui font référence pour chaque pavillon aux différentes régions. Je crois qu'on a aperçu le pavillon de Thiès. Voilà. En termes de matérialité aussi, il y a beaucoup de choses aussi à explorer là-bas. Moi, je pense que le CICES, c'est déjà, je pense, pour beaucoup de jeunes. Moi, je n'ai pas grandi ici, mais je me souviens de beaucoup de fêtes pendant les vacances quand même du CICES. Beaucoup de foires aussi de fin d'année où on va toujours trouver des choses très intéressantes venant de très loin. Donc, je pense que son usage est... malgré le fait que le bâtiment architecturalement peut être dilapidé, c'est quand même un lieu assez chargé de mémoire. Je pense que dans le film aussi, on voit encore des usages qui sont très variés, du stockage industriel, des meetings politiques, etc. Ça a l'air d'être anodin, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits à Dakar comme ça où on peut encore avoir de très grandes rencontres, avoir de grands concerts, avoir des fêtes estivales où quasiment tout, les jeunes de Dakar peuvent y être. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare vu comment est-ce que la ville se rétrécit sur elle-même en fait. Donc il y a le fait que juste ce parc urbain, comme Mortada disait, existe est assez précieux. Et d'un point de vue peut-être plus architectural, ce bâtiment est, je pense, d'une grande prouesse technique, d'une très grande originalité. Moi, je suis toujours surprise de voir à quel point la théorie du parallélisme asymétrique est là, et vraiment cette volonté de démontrer en fait la géométrie fractale, à quel point ça a été poussé jusqu'au bout. Moi, je suis retournée dimanche. Et quand je vois les portes en triangle s'ouvrir, je sais pas si aujourd'hui j'aurais pu, même étudiante, on me dit, tu fais une porte en triangle, comment est-ce que tu fais pour l'ouvrir en fait? Et à chaque fois que je retourne, il y a de nouveaux détails, que ce soit sur les structures des escaliers, que ce soit vraiment de la plus grande échelle à la plus petite, il y a toujours cet élément du triangle qui revient. Et je pense que c'est d'une très grande originalité, qui a demandé, j'imagine, une très grande prouesse technique. Et peut-être aujourd'hui, donc le CICES, je pense que c'est un cas d'étude pour l'architecture, d'un point de vue technique. Je pense, une fois je disais à Carole que même pour l'enseignement, ça pourrait être le sujet d'étude d'une année, de faire venir les étudiants juste pour dessiner, analyser les détails du bâtiment à tout point de vue, autour de la matérialité, de la forme, de comment est-ce qu'on fait un porte-à-faux, de la ventilation, parce qu'on voit les pyramides avec la ventilation, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que l'état du projet et l'étude menée par Sunu Cissé, donc Mortada, Aziza et toute l'équipe sur comment réhabiliter le bâtiment est un exemple, parce que ça montre que et dans l'étude de la réhabilitation, c'est pas juste la technique en fait de comment s'assurer que le bâtiment ne tombe pas en lambeaux, c'est aussi de regarder de plus près comment est-ce qu'on peut
réinjecter de nouveaux usages qui puissent vraiment valoriser le lieu. Parce que bon, moi, il me semble que ça reste quand même relativement sous-utilisé et plus un lieu, je pense, est occupé et je pense est plus y vit en fait. Il y a des parallèles avec aussi l'expo sur le projet de la biscuiterie de la Médina. C'était important pour nous en tant qu'architectes aussi de se positionner sur les questions patrimoniales en passant par le projet architectural. Donc de ne pas juste faire des plaidoyers, de ne pas juste parler de mémoire, etc. De dire aussi qu'on a les outils, voilà, on est formé à aussi apprendre comment est-ce que par le projet on peut réhabiliter un lieu en passant par la programmation et la réhabilitation technique aussi pour rendre le lieu plus visitable, plus agréable, en explorant peut-être l'utilisation de nouveaux matériaux, etc. Mais voilà, c'est ce que inspire ce bâtiment et je souhaite vraiment que ce projet aboutisse, c'est de vraiment pouvoir réhabiliter le lieu. Une dernière question ici avant de passer la parole à la salle, c'est en vous écoutant, on est amené à se poser la question aussi ou à interroger la vision qu'il y avait derrière. Il a parlé de la figure de Senghor. C'était pas seulement une infrastructure qu'on construisait, techniquement oui, il faut le faire, mais il y a eu toute une vision qui fait que cette infrastructure a des allures extraordinairement modernes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était il y a 50 ans, plus de 50 ans, mais si on le réhabilitait aujourd'hui avec la peinture, cette réflexion, on se dirait que c'est vraiment une infrastructure du 21e siècle. Et la question sur la réhabilitation me vient de là, c'est vous qui avez réfléchi sur comment le réhabiliter, et quelle vision, c'est avec quelle vision on réhabilite cette infrastructure pour que on garde à la fois l'esprit de l'époque, des années 70, l'esprit en tout cas dans la vision du président Senghor, et en même temps se projeter sur 25 ans ou 50 ans ou un siècle encore, pour qu'on ait le sentiment que quand on voit cette infrastructure-là, on est en face de quelque chose qui est dans le temps, dans l'histoire. C'est avec quelle vision cette réhabilitation vous avez pensé? Vision, je ne sais pas si on a... je pense que vision... Avec quelle idée? Parce que vision, ça fait Senghor. Déjà, je pense que si on réussit à faire prendre conscience à la nouvelle génération du legs de la valeur en fait de cette œuvre, je pense que déjà conserver ce qui existe déjà, c'est une grande prouesse. Parce qu'il faut comprendre que sur les 25 hectares, on a à peu près une quinzaine de bâtiments. Et on a on peut dire deux sortes de bâtiments. On a des pavillons, des pavillons d'exposition avec une structure pyramidale à l'intérieur qui est en très très bon état. Parce que tout était en béton armé. C'est vrai qu'en 2005, lors je crois, c'était le sommet islamique en fait, il y a eu une réhabilitation et donc les façades ont été repeintes parce que c'était en béton nu originalement et les façades ont été... Donc il y a eu une tentative de restauration qui n'a pas été tellement réussie malheureusement. Parce que quand on appréhende une œuvre aussi majeure, il ne s'agit pas de le dénaturer. En fait, il s'agit de faire des recherches peut-être sur l'idée l'idée motrice en fait, qui a servi aux architectes de produire cette œuvre. C'est vrai qu'en l'occurrence, la forme pyramidale, on la retrouve un peu partout, dans les moindres détails du projet. Et c'est issu du fait que le concours qui a été lancé, le concours international qui a été lancé
dans le début des années 70. Dans le cahier de charge, il était question de s'inspirer de l'architecture traditionnelle africaine, c'est-à-dire de produire des bâtiments modernes, avec une architecture, avec des matériaux modernes tels que le béton, des structures en métallique. Mais il fallait que cela puisse s'inspirer, selon Senghor, de la fameuse case traditionnelle africaine, notamment la hutte Bassari, avec la forme triangulaire. Les architectes ont trouvé en fait une forme symbolique idéale pour faisant référence à cette hutte Bassari, et ils ont été cohérents dans leur process, parce que l'ensemble des bâtiments sont en quelque sorte de forme pyramidale, sauf peut-être la grande salle de l'unité africaine, effectivement, qui a la forme d'une baleine. Voilà, pour répondre à la question, s'il devait y avoir une chose à faire pour préserver cet héritage, ce serait peut-être de sensibiliser les générations auxquelles on appartient sur la nécessité de valoriser cet espace architectural comme étant un legs, non pas hérité de l'époque coloniale, voilà, mais un legs hérité quelque chose qui a fait sens dans le contexte urbain africain, et qui aujourd'hui mérite d'être en tout cas promu, quoi. Je sais pas si... Alors, des remarques, des questions. Et quand on disait tout à l'heure, Senghor disait juste au début du film, c'est nouvelle peinture, nouvelle manufacture, nouvelle architecture, et entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, le 6-16, il y a eu un ensemble d'infrastructures, de projets qui ont été réalisés et qui entraient dans le cadre de cette vision. C'est le musée dynamique, c'est les manufactures de Thiès, c'est le 6S, c'est aussi l'école d'architecture, bien que ce ne soit pas une école physiquement, mais dans l'esprit, c'était un dispositif, voilà, que Senghor voulait mettre en place ici. Et quand vous disiez tout à l'heure que le 6S nous a légué ça comme dernier, moi je dirais peut-être avant-dernier, parce qu'il y a eu après Moudra Afrique, juste en 1977, qui a été inauguré et qui aussi entrait dans le cadre de ce dispositif-là, et qui permettait de voir concrètement ce que donnait la vision et le projet senghorien en termes artistiques et culturels, et même patrimonial. Et c'est bien que vous utilisez le mot legs, parce que quand on dit legs, on fait aussi allusion au patrimoine. Fatima, tu fais balader le micro. Merci beaucoup, bonsoir. C'est M. Chérissa Ley, architecte stagiaire, alors. Donc je vous remercie pour cette présentation. Donc je vais un peu revenir sur ce que Zinga vient de dire concernant la géométrie fractale. C'est que on ne fait pas comprendre vraiment ce qu'il y a comme, comment je peux dire, valorisé, parce qu'on a eu à apprendre avec Carole au collège d'architecture, mais on ne nous apprend pas vraiment tous ces détails-là du macro au micro pour faire savoir aux futurs architectes qu'il n'y a pas à chercher loin,
c'est juste à côté. On peut écrire 1000 livres dessus. Donc moi, je dis que l'intervention pourrait être sur ça. Définir beaucoup de thèmes, faire intervenir les étudiants, les architectes et tout le monde pour leur faire comprendre que voilà, il y a du tout sur ce bâtiment et il y a beaucoup à faire. Donc moi, j'interviens juste sur ça et merci beaucoup pour cette présentation. Et sur la vidéo aussi, on pouvait avoir le macro et le micro dont vous parlez, avoir plus de détails à l'intérieur pour plus visualiser ça. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci en tout cas pour ce travail. Je crois que ce sont des architectes de ce genre de travail qui feront pression pour qu'on se rende compte que quand même ce n'est pas un bâtiment ordinaire et que ça résumait effectivement, comme tu le dis, la vision de Senghor. Je crois qu'à l'époque, s'il y a eu des récriminations, c'est que c'est surtout le côté politique de Senghor qui masquait effectivement toute sa vision qu'il avait. Parce que dès le départ, quand Senghor dit que la culture est au début et à la fin de tout développement et qu'il mettait au cœur de sa politique la culture, c'était évident quand même que effectivement tout ce qui était art, tout ce qui était culture, tout ce qui était bâtiment puisse effectivement l'intéresser avec sa théorie et effectivement de l'architecture asymétrique. Je crois qu'aujourd'hui, avec le recul qu'il y a, il est temps de se poser des questions et de se pencher effectivement sur cette option de Senghor, sur ces bâtiments, parce que aussi, sa vision aussi, c'était aussi le donner et le recevoir. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on va amener? Effectivement, ces genres d'architecture qu'on rencontre, je pense, en n'étant pas architecte, mais je crois qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Et que Maquet, l'architecte Maquet qui travaille sur le Fractal et qui continue à faire ce travail-là, veut faire comprendre à la face du monde que nous avons une conception architecturale qui n'est pas la conception européenne, ou une conception en tout cas que l'on peut rencontrer ailleurs de par le monde. C'est ça notre legs, c'est ça ce qu'on peut amener comme connaissance aussi comme opération. Et je crois que c'est intéressant, ce genre de travail fait prendre conscience aux politiques qui ne sont pas du tout branchés là-dessus. Aujourd'hui c'est le tout CFA, c'est le tout économique. Effectivement, la culture étant reléguée, je ne dis pas au second plan, mais à l'arrière-plan. Et je crois que plus il y aura des travaux sur cette architecture, sur d'autres architectures qui sont des legs, plus je crois que les politiques qui nous gouvernent prendront conscience quand même du patrimoine qu'on a. Parce qu'on parle beaucoup de patrimoine, et la question que je me pose, mais de quel patrimoine on parle? Est-ce que ceux qui en parlent ont conscience de la valeur du patrimoine? On parlait effectivement quand on a restauré le SSS, mais je sais qu'il y a eu quand même des dégâts qui ont été faits. Pour une simple preuve, c'est que la salle de l'unité africaine, qui avait quand même un écran de cinéma, et quand Goudiaby, qui est venu faire cette structure qui traverse la salle, a abîmé, on ne peut plus projeter là-bas. Donc voilà, comme on dit, sa diversité d'utilisation. Il y avait le cinéma Bel Arte qui était installé là-bas et que c'était vraiment de belles projections. Mais la réhabilitation venant, on ne peut plus effectivement projeter parce qu'effectivement il y a cette colonne, je sais pas, qui a aussi bien abîmé aussi cette belle architecture qui était le plafond avec les croisillons de, je ne sais pas si on peut le dire, le bois. Quand ce travail, ce bois qui était formidable, mais on n'en a plus. Ça a cassé effectivement le rythme dont parlait Senghor. Et je crois que aussi ce film-là nous montre quand même toute la beauté, toute l'attention, l'architecture qu'il y a, ne serait-ce que ce ne sont pas des vitraux, mais l'éclairage par le soleil effectivement dans ce couloir, mais c'est formidable. Aujourd'hui, sur tout bâtiment, on ne réussit plus à faire, en tout cas, ces genres d'architecture qui sont tournés aussi vers le confort des gens qui fréquentent. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on construit sans le confort de ceux qui habitent. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, effectivement, dans tous ces lieux
de mémoire civile, architecturaux, qui poussent effectivement les jeunes architectes à s'en inspirer, ou à visiter, ou à ressaisir l'esprit des lieux, c'est aussi intéressant que ça. C'est ça, en fait, le lait, quoi. Bon, vous avez parlé effectivement de Modra et de ce bâtiment. Mais ce bâtiment est inspiré, avec Mamadou Diouf qui a fait des recherches sur ce bâtiment est inspiré d'un bâtiment en Suisse qui était là. Donc ça aussi, il faut savoir, c'est le carnet de l'esprit de Senghor. Bon, ça a modifié, on a modifié encore cette architecture venue de la Suisse, effectivement. Donc, mais quand même, ça a resté un beau lieu en tout cas, au lieu, quand il y avait le musée dynamique, c'était tout aussi agréable de visiter les expos qui sont là-bas et de voir quand même l'ensoleillement de l'extérieur du bâtiment. Voilà. Merci. Il touche du doigt un aspect, vous avez évoqué aussi, c'est un cas de réhabilitation, dans le projet de réhabilitation, c'est de tenir compte de l'existant et d'y apporter des nouvelles touches, mais en gardant, effectivement il y avait des projections. Je rappelle d'ailleurs que la projection de Carmen qui avait fait débat en 2001 je crois, c'était dans cette salle de l'unité africaine où il y avait un grand écran et après où il y avait eu des problèmes. Je ne sais pas si vous voulez réagir déjà à ce que... Comment, je retiens de ça la question de comment intégrer ces réflexions-là dans les cursus oui. Tu peux prendre une dernière question et comme ça après tu fais le tour. Merci. Bonsoir. Moi, je vais aborder dans le même sens que le monsieur en chapeau, Bawadjo, qui a bien développé en fait le sujet. Moi, en fait, ce qui me fait mal, c'est que je me pose des questions sur pourquoi nous, Africains en général, Sénégalais en particulier, on n'arrive pas à conserver le patrimoine. Parce que de 107 hectares que Senghor avait prévu pour l'avoir, alors que le Sénégal ne faisait même pas 8 millions d'habitants, aujourd'hui on se retrouve avec 25 hectares. Et puis l'utilisation que les gens en ont fait, tout le monde le voit aujourd'hui, c'est un mélange architectural qui structure la foire avec des maisons qui ne ressemblent à rien. Okay. C'est vraiment le désordre. Alors qu'au départ, je vous dis qu'il arrivait même à la troupe de faire des manœuvres dans la foire parce que les gens avaient 107 hectares à leur disposition. Ça c'est de un. De deux, lors du conflit Sénégal-Mauritanie, les réfugiés étaient à la foire. Et donc ça servait à quelque chose. C'était une réserve. Et quand il y avait les inondations, surtout en 2005, au début des inondations, les gens n'utilisaient pas les écoles publiques pour recaser les sinistrés en attendant qu'on comprenne. C'est à la foire qu'on les hébergeait. Donc il n'y avait pas uniquement cette fonction architecturale, mais il y avait une fonction défense-sécurité aussi. Okay. Malheureusement, que ce soit à la foire ou en ville, on se rend compte que l'architecture n'est pas conservée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire dans ce pays. Si vous allez ici à la stèle Mermoz, l'ancienne stèle, on avait pourtant posé la plaque de patrimoine classique. Okay. Ils l'ont enlevé et jeté là-bas à Divan pour ensuite refaire une autre stèle à coût de je ne sais pas combien de centaines de millions. Quand même. Moi je ne sais pas, mais les architectes devraient quand même nous aider à sensibiliser qui de droit pour nous permettre de
conserver certaines choses. Parce que même en Europe, bien que douloureuse, certains camps de concentration sont conservés pour la mémoire, pour l'histoire. Okay. Mais ici, je vois que bon, tout est cassé. Tout de suite, le monsieur à côté de moi me rappelait l'histoire de l'hôpital de Dantec. Au lieu de restaurer, de conserver l'architecture soudano-sahélienne, on casse pour nous sortir des bâtiments ultramodernes qui sont en déphasage, à mon avis, avec l'harmonie architecturale de Dakar. Je vous remercie. Ce qui est cocasse avec Dantec, c'est que la maternité avait été réhabilitée à coût de centaines de millions, on va dire à coût de milliards. La réhabilitation a été achevée en 2018, je crois. Je crois que la date est inscrite là, 2018. Réhabilitée à l'identique et tout. 2018, 2022, 2023, on rase tout l'hôpital. J'ai l'habitude de dire à des amis que moi, toute ma famille est née à Tambacounda. Le seul membre de ma famille né à Dakar est né à Dantec. J'ai dit, mais je ne peux plus voir la maternité dans laquelle il est né. Et c'est une histoire. Il y a la polyclinique qui est sur le même modèle, le même style architectural, qui s'inspirait à la fois, voilà, et qu'on trouvait là avant l'indépendance. Donc il y a cette problématique. Mais au-delà du patrimoine physique, matériel, c'est même le patrimoine immatériel qu'il faut interroger, notre rapport au passé, au papier, à l'audio, à la musique, au son, à tout ce qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose de problématique. C'est comme si le passé ne devait pas nous servir aujourd'hui pour nous projeter. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par l'intervention du stagiaire en architecture sur comment intégrer les réflexions, vos réflexions, vos études dans les cursus. Et ça fait partie aussi de la sensibilisation des jeunes qui se forment en architecture. Comment vous voyez cette dynamique-là? Moi, si je peux peut-être réagir, je suis contente que ça résonne. Moi, je suis contente que ça résonne aussi parce que on est là, on fait tous ces efforts, c'est pas pour nous. Je veux dire, Carole et moi, on s'est rencontrés en 2015 et dès 2016, c'était très clair pour nous qu'il fallait qu'on mette en place un atelier de recherche. Sans financement, en juste donnant de notre temps, parce que c'était important pour nous d'apprendre d'abord, et très rapidement aussi de savoir que c'était important de restituer ce qu'on apprenait. La scène artistique et culturelle de Dakar a été le débouché naturel par le biais des biennales, par le biais de parcours. Beaucoup de temps ici à Raw, on a lors de cette idéologie pour aussi restituer certains de nos projets de recherche. Et je pense que sur l'éducation, pour peut-être rebondir dessus, et même parce qu'en ce moment il y a d'autres réflexions autour de l'école d'architecture de Dakar qui a maintenant fermé, des professeurs qui est encore là avec nous, monsieur Jacques Trouvé, et donc on a en ce moment beaucoup de conversations autour de la pédagogie, et ce qui est très clair, c'est que il est très important de pouvoir avoir une pédagogie ancrée dans le contexte pour faire des architectes qui puissent être responsables et équipés en fait pour je pense répondre en fait aux challenges qu'on peut avoir dans nos sociétés. Et je pense que ça ne peut pas être possible sans apprendre de ce qui a été, pas parce qu'on a un attachement pour le passé, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire et surtout dans le bâtir, dans l'architecture, c'est pas on se lève et on fait quelque chose. Je veux dire, si le temps
et le fait comment dire, à bout de temps, développer des techniques, etc. Ces techniques ont montré leur preuve par le temps, en fait. Donc, je veux dire, on peut se dire qu'on prend de la pierre, on construit comme on veut, mais il y a des règles, en fait, sur comment construire en terre, avec la pierre ou avec n'importe quel matériau. Tout ça juste pour dire que la pédagogie ancrée dans le contexte est très importante. Pouvoir apprendre aussi de bâtiments qui sont sur place, sur Dakar, est hyper importante. Je veux dire, c'est bien d'être un architecte. On est tous globalisés. Hein. Je veux dire, on fait partie du monde, de savoir ce qui se passe ailleurs, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Mais moi, j'estime que c'est inacceptable d'apprendre d'abord ce qui se passe ailleurs, avant d'apprendre ce qu'on a en termes de patrimoine chez nous. Et je vais peut-être aussi insister sur le fait que je pense que l'architecture contemporaine, ou moderne en tout cas de Dakar, doit faire partie de ce processus aussi d'apprentissage. L'architecture traditionnelle, toute l'histoire, bon, je pense qu'Aaron va pouvoir réagir dessus, mais pouvoir vous promener dans la ville et apprendre en fait de ce qui a été. Après, les gens développent leur propre œil critique sur, peut-être, hein, quelqu'un va dire non mais du parallélisme asymétrique, voilà, moi ça me parle pas, etc. Mais il faut le comprendre en fait, et d'abord, par la ville en fait. La ville est là aussi pour nous apprendre sur ces architectures, sur comment les gens utilisent l'espace, sur comment les gens réagissent, les besoins éprouvés, etc. Et aussi les challenges qu'on peut avoir dans le futur. Mais voilà, juste revenir sur l'importance de la pédagogie ancrée dans le contexte et pas théorique et importée d'ailleurs. Je vais rebondir du coup sur ce que tu viens de dire. Moi j'enseigne donc l'histoire de l'architecture au CUAD et dans les outils que j'utilise déjà, j'essaye d'intégrer un maximum l'histoire de l'architecture africaine. Par exemple, quand j'arrive sur la partie sur le Moyen-Âge, je ne parle pas de cathédrale romane ou gothique, mais plutôt du Mali, de la Nubie, de l'Éthiopie, du royaume du Bénin, du royaume d'Ifé, etc. Le CUAD aussi propose maintenant aussi des cours sur le patrimoine contemporain avec une autre consoeur, Alice Abari. Donc je pense que des choses se mettent en place, même au niveau de mon cours aussi, même si ça dépasse un peu le cadre du cours théorique que je fournis, mais je présente des films aux étudiants comme Borom Charet, comme Contracity, comme Tukibuki, faire des films où on voit la ville pour qu'ils aient une idée de ce à quoi cette ville ressemblait dans ces années-là et qu'ils puissent appréhender la manière dont elle a évolué. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais c'est déjà rassurant et encourageant de voir qu'il y a de l'intérêt et que la demande est là en fait. Voilà. Peut-être un mot sur le parallélisme asymétrique dont parlait le monsieur. Moi je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre jusqu'à présent ce que c'est que le parallélisme asymétrique. À vrai dire, en fait, il a fallu peut-être que je réinterprète, que j'applique cette théorie senghorienne à ce que j'ai appris du CICES pour me rendre compte que ça faisait sens finalement, effectivement. Et donc aujourd'hui, si on me pose la question de savoir qu'est-ce que le parallélisme asymétrique, moi le premier réflexe que j'ai, c'est de dire mais allez voir, allez découvrir le CICES, vous verrez ce que c'est que le parallélisme asymétrique, l'esthétique du parallélisme asymétrique. C'est pour ça que je disais au début que Senghor est omniprésent dans l'histoire du CICES, puisqu'il en est un peu le théoricien, comme un théoricien de l'architecture en quelque sorte. C'est un co-concepteur avec les architectes de ce projet, puisque dans l'histoire du CICES, il y a un troisième personnage que beaucoup ne connaissent pas, c'est Fernand Bonamy, qui a été lauréat en réalité avec les deux architectes français, Jean-François Jean-Louis Marin et Lamoureux. Et il a été imposé en fait par Senghor.
et l'idée du pavillon de cette région vient de Fernand Bonamy. Et donc, c'était pas initialement prévu dans le projet initial, mais c'est pour dire comment Senghor avait une idée bien claire de ce qu'il voulait. Et donc voilà, moi c'est comme ça que j'interprète un peu cette histoire du parallélisme asymétrique. Et très rapidement, pour revenir sur la question concernant le patrimoine, ou la difficulté que nous, on a du mal à le préserver, je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il ne s'agissait pas peut-être d'une question d'interprétation, ou de comment le définir, c'est-à-dire comment nous autres qui vivons au Sénégal, quelle définition nous donne, est-ce que c'est la bonne, le patrimoine, est-ce qu'il a la bonne signification à nos yeux? Je raconte ça parce qu'il y a également quelques années, j'ai travaillé toujours avec Aziza et la photographe Élise Duval sur un projet de musée du Sine Saloum. Et nous sommes rendus donc à Kaolack, au cœur du village de Sokone, qui est le village royal de la famille royale de l'ethnie Sérère. Et nous avions entrepris donc des enquêtes pour demander aux habitants. Nous avons rencontré des femmes, des jeunes, des très jeunes, des commerçantes dans le marché de Sokone. Et nous avions donc mené des interviews, et la question que je leur posais, c'était en rapport avec le patrimoine et l'art. Et j'étais surpris de remarquer que j'avais du mal à définir le mot patrimoine en Wolof. Je leur posais des questions en Wolof, c'est vrai, mais j'avais, à chaque fois que j'arrivais, je devais prononcer le mot patrimoine, je disais patrimoine. Qu'est-ce que pour vous, l'admoy patrimoine, l'admoy art, ou l'admoy musée? Donc du coup, en fait, on me regardait avec des gros yeux comme ça, en disant, je ne sais pas trop, bon, peut-être l'art, c'est... Il vient d'où, là? Voilà, exactement. Donc du coup, j'avais, moi, du mal à le définir, et donc forcément, je n'aurais pas de réponse juste. Et je crois que la question que nous devons nous poser, c'est comment nous, la génération, nous devons réinterpréter vis-à-vis de notre expérience personnelle ce que signifie pour nous le patrimoine. C'est peut-être au-delà du patrimoine, par exemple, colonial, qui peut-être renvoie vis-à-vis de la jeunesse aujourd'hui sénégalaise à un passé peut-être qui n'est pas adopté, en tout cas compris par cette génération-là, parce que nous avions rencontré également des jeunes lors de nos études sur le CICES, et je me suis rendu compte qu'ils se l'appropriaient quand on leur racontait l'histoire, l'origine. Donc là, ils se rendaient compte que c'était vraiment quelque chose qui leur appartenait et dont il fallait préserver. Merci Moustapha. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, si Ron le permet. Excusez-moi. Non, je voulais juste apporter une réflexion par rapport à ce que disait le monsieur sur le devoir de l'architecte de défendre son patrimoine. Je voulais voir si vous partagiez cette réflexion, mes consorts architectes. Et mes confrères également. Mais pour moi, en fait, la préservation du patrimoine, elle est possible que si le décideur, qui est l'État, s'implique dans cette question. Parce que finalement, si on parle de Dakar Plateau, ce qui défigure le patrimoine, ce qui le détruit, c'est le bailleur privé. Et en fait, le bailleur privé a tous les droits et il est dans une démarche de spéculation. Donc il n'est pas du tout dans une démarche il est dans une démarche de spéculation, de vendre au mieux son projet et du coup d'utiliser des codes qui vont marcher à tous les coups pour une population qui n'est pas intéressée
le patrimoine, par la culture, mais qui est intéressé par des codes extérieurs, qui véhiculent des symboles de richesse, de réussite, des symboles, oui, c'est des symboles, des représentations du réel. Et tant que l'État laisse la ville aux bailleurs privés, lui laisse le pouvoir total, tel que c'est aujourd'hui selon moi, en fait l'architecte ne peut rien faire. L'architecte, il n'est rien sans une commande en fait. Donc malheureusement, moi de ce que je vois, c'est très limité. Alors effectivement, il y a la sensibilisation, comme avec cette exposition qui est très riche, qui est vraiment géniale pour le tout public. Sensibiliser, mais peut-être une désobéissance collective, citoyenne, serait possible pour faire pression. Mais voilà, avant tout, c'est le garant de l'intérêt général, selon moi, qui est censé être l'État, les services publics, qui sont censés en fait se saisir en fait de cette question. Ouais, je pense que pour ce que j'en sais, je pense que les architectes sénégalais sont dans cette même réflexion, en disant que bon, ils ont des réflexions, ils ont des études, ils ont des remarques et tout, mais la commande, la vision qui est là, c'est l'État, c'est les collectivités locales, qui décident, et qu'eux n'ont pas le poids pour faire infléchir les choses. Et les deux autres choses que je voulais dire, c'est par rapport l'articulation entre la définition de ce qu'est le patrimoine. Le débat, la question s'est posée quand il s'agit de Sandaga, du marché Sandaga, moi, y compris dans un cercle où des gens ont fait de longues études, où sont supposés être sensibilisés, mais qui disaient non, ça ne sert plus à rien, il faut détruire, il faut... Ici, c'est la colonisation. Donc, tout ça, c'est comment, justement, de manière pédagogique, arriver à faire comprendre que le patrimoine, il est là, mais il est témoin de quelque chose qui nous appartient aussi, et qu'on doit se battre pour le préserver, ne serait-ce que les artisans et les ouvriers qui ont travaillé. Le souffle qu'ils ont laissé, tout ce qu'ils ont eu comme savoir-faire, comme énergie mise dans la construction de ces patrimoines. Et deuxièmement, c'est sur votre question sur comment intégrer les réflexions. Je pense que dans les études, ou dans le regard des étudiants, il faudrait aussi, on fait ce débat après un film. Je pense qu'il faudrait aussi peut-être regarder les films. Tous ces films-là sont devenus aujourd'hui des éléments, à la fois des éléments de patrimoine en tant que tel, le film aussi, c'est des éléments qui, comme disait tout à l'heure Carole, donnent à voir ce qui a été, comment le patrimoine a évolué. Quand on voyait des films Contra City, Borom Saret, Le Mandat, beaucoup d'autres films documentaires comme fiction, les éléments de patrimoine sont là-dedans, et ça peut servir, ça peut nourrir la réflexion à la fois des architectes mais des étudiants en architecture que vous êtes. Et le rôle de l'État, évidemment, c'est Dakar Plateau, la mairie, Sandaga, c'est Dakar Plateau qui a décidé, en conflit avec la ville, de démolir Sandaga, et que la Cour suprême est venue après donner raison à tous ceux qui étaient contre, mais le mal était déjà fait. Si je peux juste rapidement, en fait, vu qu'on parle de Sandaga, et sur les réflexions sur les leviers d'action sont vraiment au centre de notre, je pense, résidence et la restitution de l'exposition. Je pense qu'en tant qu'architecte, on peut parler de désobéissance, mais on s'est dit en fait, on peut faire des propositions aussi, et on ne va pas attendre des commandes pour faire des propositions. Donc ça, c'est une première, mais certainement pas la dernière, pour aussi parler de la vision qu'on peut avoir de la ville. Moi, j'ai déjà vu des candidats politiques, architectes véhiculer dessus. Je me suis dit, franchement, pourquoi pas, avec des 3D, montrer les projets qu'ils peuvent avoir. Donc, je pense qu'il y a ce champ d'action qui est là.
et du coup qui nous libère d'une certaine mesure. Après, bien sûr, il faut trouver les fonds pour réaliser. Mais je pense que l'autre aspect, c'est aussi, lorsqu'on parle de changer l'opinion, en tout cas éduquer la pédagogie, c'est tout ce qui est lié à la presse, en fait. Parce que moi, toute la saga de Sandaga m'a beaucoup intéressée au tout début de la résidence, et j'ai commencé à regarder les articles de presse et voir toutes les batailles juridiques, tous les différents acteurs. Et en fait, à aucun moment, le projet de réhabilitation de Sandaga a été mentionné. Tout a été dit, on va reconstruire à l'identique, comment dire, l'analyse du bureau de contrôle, après incendie, il faut démolir, il ne faut pas démolir, c'est les conclusions. Mais jamais est-ce qu'on a pu voir à quoi peut ressembler le projet de réhabilitation, pourtant il existait. Donc une des choses qu'on a fait pendant la résidence, c'est d'aller voir l'architecte qui avait fait ce projet, et moi j'aurais juste voulu que, par exemple, cette possibilité-là puisse exister dans le débat, en fait. Parce que c'était beaucoup trop binaire. Non, on fait ça, oh là là. Pardon. C'est où on casse Sandaga. On a des invités. C'était, voilà, en gros, il faut casser, il faut pas casser. Voilà, il y avait juste un in-between et ça a été bien entamé. C'est des invités qui veulent participer au débat. C'est ça. C'est ça, ils sont aussi dans l'environnement, donc ils veulent aussi savoir dans quelle case ils vont. Ils habitent la ville. Ils habitent la ville. La ville habitée. On parlait du CICES, on parlait de l'harmonie que le CICES avec la nature et tout ça. Mais tout ça, c'est la nature. Hein, donc il faut réfléchir à ça aussi, hein, les architectes là. Savoir que les souris, les rats, les chats et autres là, font partie du problème. Hein. De faire des pistes cyclables. D'accord. En tout cas, merci d'être resté pour le film et pour le débat. Je remercie Claude de m'avoir permis de mener ce débat. Voilà, merci vraiment à nos 4 intervenants pour leur générosité, leur engagement dans leur quête là pour transmettre aussi leur transmission aux jeunes générations et à ceux qui ne savent pas encore. Et merci à vous, le public, d'avoir été présent et d'être resté ce soir jusqu'au bout de la discussion. Merci aussi à toute l'équipe d'Euro, parce que ce genre d'activités, elles sont possibles seulement grâce à une équipe et à plein de petites mains cachées. Et donc, juste vous informer, donc ce programme public était le dernier de notre série en rapport avec l'exposition, mais notre recherche et notre collaboration va continuer, se poursuivre, s'étendre au-delà de ces programmes. L'exposition était prévue jusqu'au 2 février, mais on va sûrement la prolonger encore un bon mois. On vous concocte aussi une super programmation, pas piquer des verres, pour 2024. Et on vous invite tout de suite à boire un petit verre et manger un petit tanka concocté par notre équipe de choc en cuisine qui se cache un peu, Aminata et Amisane. Merci beaucoup à vous. On arrive. Merci.